Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Alexis Nicolas, consultant en numérique responsable pour l'ESN Octo, qui compte 800 salariés et qui a rejoint Accenture en 2016. L'entreprise est labellisée B Corp, elle est qualifiée de Great Place to Work depuis 10 ans pour les entreprises de sa taille, et elle a surtout entamé son virage éco-responsable grâce notamment à l'engagement de ses collaborateurs. Dans cet épisode, on parle de l'acculturation au changement, de l'implication des collaborateurs, de l'importance de la transparence, mais surtout de solutions concrètes pour que la stratégie RSE de l'entreprise soit connue et comprise par le plus grand nombre en interne. Trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux qu'Alexis nous partage. Salut Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Salut Mélodie. Je suis très contente de te recevoir pour parler aujourd'hui d'Octo et puis de comment vous avez réussi à développer cette entreprise, à lui faire prendre un virage éco-responsable hyper important et puis mettre en place plein d'actions green au sein de vos services. Notamment, ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire 2-3 mots au sujet d'Octo, me dire ce que Ouais. c'est, ce que vous faites? Alors, donc Octo Technologies, c'est en fait une ESN, une entreprise de services numériques, qui a été créée sur la fin des années 90, je crois 98, il me semble. Moi, je l'ai rejoint en 2015, donc c'est pour ça que je dis il me semble. Et à la base, c'était une entreprise, enfin, ça l'est toujours, mais ça a évolué, en tout cas, ça s'est complété, mais très orienté architecture du système d'information. Donc, principalement avec des ingénieurs informaticiens qui faisaient du code, qui créaient des logiciels, qui innovaient en mélangeant des trucs qui venaient de différents endroits. Et puis après, ça a un peu évolué vers tout ce qui, enfin en tout cas ça s'est enrichi des méthodes agiles notamment beaucoup. Donc il y a beaucoup d'agilité au sein d'Octo dans comment on fait les choses et aussi du coup on accompagne les clients sur ça. Et puis aujourd'hui, vous êtes 700 à travailler sur tous ces sujets-là. Ouais, un peu plus de 700 sur ces sujets-là, et on a rejoint Accenture en 2017. Ok, donc t'as vécu aussi cette aventure-là pour l'entreprise. Ouais. Et peut-être, enfin là, il y a une conviction forte à Octo, et d'ailleurs ça fait partie de notre culture un peu de travailler ces convictions et puis de les partager aussi. Et une conviction forte à Octo, c'est nous croyons que l'informatique transforme nos sociétés. Alors, maintenant, on a même plus la preuve qu'une croyance. Et on sait que tout ça se passe, enfin que les belles réalisations informatiques se passent sont le fruit du partage des savoirs et du plaisir à travailler ensemble. Ouais. Et on a aussi une sorte de culture de toujours chercher de meilleures façons de faire. Voilà, y compris environnementalement parlant et socialement parlant. Mais on en reparlera. Oui, carrément. Mais effectivement, c'est la mission que vous affichez sur le site et qui est hyper intéressante. Et justement, est-ce que tu parles de belles aventures, de beaux projets informatiques? Est-ce que là, comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet juste pour avoir une illustration? C'est quoi un beau projet informatique qui soit en respect avec cette mission de transformer les sociétés? C'est quoi un beau projet informatique qui transforme? Et alors, je pense que c'est beaucoup d'artisanat. C'est presque comme un beau meuble, tu vois, un beau meuble que tu serais contente d'acheter, voire de concevoir et de designer, puis de mettre en valeur chez toi et qui te servirait quotidiennement et pour lequel tu ressentirais une certaine affection parce qu'il te rend service, mais aussi parce qu'il est élégant, simple, beau. Ouais, un beau.
Moi, je dirais ça, quoi. Un beau service numérique, bah, c'est quelque chose déjà où on prend le temps de la conception pour savoir à quoi il va servir, quels sont ses utilisateurs, pour faire quoi, c'est quoi leurs problèmes réels, et pas leur mettre un énième fil à la patte, quoi. Mhm. Donc il y a vraiment ce temps de la conception, du design, et qui nécessite de facto de la collaboration, de la discussion, toutes les dimensions humaines avant que ça se code et que ça se transforme en code informatique. Et puis après, il y a une dimension dans la réalisation, pour que ce soit un peu élégant. C'est bien aussi si c'est très itératif, très très collaboratif avec le client. Donc Bien c'est sûr. pas le client qui écrit un long cahier des charges et puis après on réalise le meuble et puis on le voit que à la fin. Ben non, presque on le co-construit. Alors chacun avec ses expertises et compétences. Et puis à la fin, c'est un service numérique, encore une fois, comme un beau meuble chez toi, c'est un service numérique avec lequel, idéalement, les utilisateurs développent un peu d'affect. Alors c'est peut-être un peu bizarre, mais de dire ça, mais ouais, Non, qu'on mais bien aime, qu'on sûr. apprécie, qui nous est utile, qu'on trouve beau, qu'on trouve simple, qu'on trouve, Et puis le etc. but à la fin, c'est qu'ils servent aussi, quoi. Donc Exactement, ouais, ouais. effectivement, ouais, ouais. Ok, génial. Et on parle de cette mission du coup. J'ai envie de te demander déjà, parce que tu dis que c'est quand même une ESN qui existe depuis un bon moment. Toi, tu as rejoint il y a 6 ans. Ouais. Est-ce que le virage éco-responsable, la prise de conscience autour de l'impact du numérique et l'impact de l'informatique sur enfin, l'empreinte carbone en fait d'une entreprise ou d'une ESN, Ouais. à quel moment ça a intervenu? Est-ce que tu étais déjà là ou est-ce que c'est intervenu après? Alors, je pense que quand le gros virage est arrivé, j'étais déjà là, puisque j'estime que le gros virage, il est quelque part entre 2017 et 2019, Ok. et il s'accélère depuis 2020. Voilà comment je le dirais. Il y avait des prémices avant 2017 et même avant que j'arrive, avant 2015, puisque j'ai pu échanger avec des anciens Octo, puisqu'on a une mailing list des anciens Octo. J'ai pu échanger avec des anciens Octo qui portaient déjà ces questionnements-là et ces intérêts sur les questions, par exemple, du Green IT ou par exemple, enfin, la réduction des impacts environnementaux du numérique, notamment, mais Ouais. pas que, parce qu'il y a aussi, chez Octo, il y a beaucoup de personnes qui ont, à titre perso, des implications dans des projets open source. Donc, il y a une vraie culture de tout ce qui est une culture du libre, quoi. Ouais, bien sûr. Et et donc, je pense que dans l'ADN des Octos, et ce depuis longtemps, ces questions sont là. Par contre, que le business en tant que tel se pose la question de la responsabilité et du numérique responsable, c'est un peu plus récent que ça se formalise, même si c'est là depuis longtemps, quoi. Voilà. Ok, donc du coup, tu dis qu'en fait, il y avait déjà dans l'ADN quelque chose autour de ça, mais là, ça se formalise et c'est plus. Et puis ça aussi, il y a des outils pour mesurer aujourd'hui qui n'existaient peut-être pas avant, donc il y a aussi pas mal de Ouais. choses qui permettent aujourd'hui de mettre ça en place. Et, euh, et justement, si on parle un petit peu de ça, comment ça s'est fait concrètement? C'est-à-dire que à quel niveau le virage s'est pensé? Parce que vous étiez donc une ESN qui fonctionnait. Il y a un moment donné une prise de conscience parce que vous voyez qu'il y avait de plus en plus de demandes clients et donc il y avait un besoin business d'évoluer. Ou Mhm. bien est-ce que c'était plutôt en interne une envie de faire évoluer aussi les clients qui étaient peut-être pas encore prêts pour la notion du Green IT, puisque c'est au final très récent aussi de Ouais. démocratiser ce mot. Je sais même pas si on peut dire qu'il est démocratisé. Oui, bah, si, je pense que là, 2020, Ouais. 2021, je pense qu'on passe un cap. Mais bon, il date, enfin, ça fait très longtemps, quoi. En 2010, je me rappelle que je lisais déjà des articles et des blogs et des livres blancs sur le sujet du Green IT. Le site web greenit.fr existe depuis, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 10 ou 11 ou 12 ans. Enfin, c'est quand même assez ancien. Ouais, c'est Mais énorme. voilà. Mais par contre, ça se démocratise, oui, je pense, depuis, moi je dirais depuis 2020, où on voit même les clients qui commencent à le demander. Et du coup, c'est un début de ma réponse à ta question, c'est que Oui. euh, je dirais que enfin, ça, le virage est plutôt parti des Octos, des employés à Octo Technologies, et Ok. c'est devenu une préoccupation.
enfin, ce qui a pris de l'ampleur, c'est vraiment la préoccupation de l'impact environnemental, même si l'impact social était là et il est là et il se renforce aujourd'hui, mais l'impact environnemental, c'est vraiment celui qui a fait une grosse vague, mais un peu à l'image de la société française, tu vois, en 2018, avec la démission de Nicolas Hulot, avec la Oui, sécheresse ou les canicules qui ont eu lieu l'été, il y a quelque chose qui s'est passé entre 2017 et 2019, quoi. En France, je parle, et je pense peut-être même un petit peu plus largement. Mais bon, à minima, je l'ai observé un peu en France. Et un peu à l'image de ça, ça s'est passé aussi en interne à Octo. Et comme, là, je vais parler peut-être un peu plus de la culture d'Octo, mais comme on est une boîte très décentralisée, oui, avec des éléments et des organes décideurs aussi, donc c'est pas 100% décentralisé, hein, mais dans lequel il y mais a quand vraiment une même. culture de l'autonomie et puis du bottom-up, quoi, bah, si tu as envie de faire quelque chose, ben, et que ça fait du sens, ben, tu t'en empares, tu le proposes, et tu vas trouver d'autres personnes avec qui le faire, et ça va trouver sa Ouais, place. C'est vraiment voilà, une façon de faire interne qui est de ce type-là. Et du coup, à cette image-là, ben, en 2018-2019, ça s'est cristallisé, c'est monté, il y a quelque chose à bas bruit qui s'est passé entre des octos qui avaient cette sensibilité un peu plus présente, et puis jusqu'à prendre forme, jusqu'à se constituer, jusqu'à avoir l'envie de créer une expertise sur ce sujet, jusqu'à faire le bilan carbone d'Octo et du coup conscientiser tout ça, jusqu'à prendre des décisions encore plus importantes en 2021. Enfin, voilà, c'est et est-ce que vraiment... justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est Ouais, que comme on en parlait en amont, on est sur un podcast où on essaie d'être au maximum concret et donner des choses ouais. actionnables, tu vois, pour ceux qui nous écoutent. Du coup, tout ça, ça s'est fait, comme tu dis, au final, c'est sur quelques mois, voire années, et en même temps, c'est quand même assez rapide. Mhm. Est-ce que, bah déjà, tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle, toi, dans tout ça, dans la mise Ouais. en œuvre de tout ça? Et puis, bah, concrètement, comment vous avez fait? Parce que donc c'est revenu de quelques employés ou peut-être de plusieurs départements. Vous vous rendez compte qu'il y a un vrai sujet, qu'en termes de business, il y a aussi un sujet. Bah, du coup, à partir de ces éléments-là, comment vous entamez tu vois, le virage? Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, mon rôle dans tout ça, je pense bah, à l'image des autres employés impliqués, c'est-à-dire j'étais impliqué à titre personnel, impliqué, inquiet et engagé à titre personnel, en faisant plein de choses, et notamment mon potager, plein de Oui, choses à mon niveau. Mais en 2017-2018, c'était plus suffisant à mes yeux, à titre citoyen, à titre individuel, et j'avais besoin que ça se voit aussi, et que mon temps de travail soit plus cohérent avec ces préoccupations-là. Et je pense que de la même façon, ça a résonné pour d'autres octos. Et du coup, comment on a fait vraiment très concrètement, le plus simplement du monde, quoi. Il y a des mailing lists, on a beaucoup d'espaces d'échange, de conversation, de discussion. ouais, Il y a aussi des moments qu'on appelle les BBL, Brown Bag Lunch, je sais jamais très bien le dire en anglais, mais des moments de partage et d'échange qui s'organisent de temps en temps le midi entre consultants. Et ça peut être aussi bien sur des sujets pro, pour aller approfondir une expertise ou de la R&D, mais aussi sur des sujets perso. Et par exemple, en d'accord. 2018, je crois, il y avait pas mal de BBL et de plus en plus de BBL qui étaient organisés. Je sais pas, par exemple, tiens, lance ton lombricompost ou bien fais toi-même ton savon, ou que voilà, des Ah, sujets ok. ou zéro déchet. Ah Il y oui, avait donc des c'est trucs comme ça. vraiment partie des employés, quoi, à la base. Ah oui, oui, oui. Donc c'est très concrètement, les échanges se faisaient par échange de mailing list, par apéro, parce que quand on se rencontrait le soir, c'était avant le coronavirus, tout ça. Et, euh, et, et voilà. Et puis des moments de partage. Puis il y a un moment, il y a eu Ouais. tellement de. Après, on a organisé aussi quelques fresques du climat. Donc il y a eu des gens qui se sont rencontrés Ah, via les fresques du climat. super. Mais là, voilà, on parle de 2018, il me semble. Et puis à un moment, jusqu'à ce que on s'est dit bon, il y a un truc qui se passe, dans les échanges et les écrits, il y avait des gens qui disaient ça, il y a un truc qui se passe, et du coup on a eu l'envie de s'organiser un apéro pour réunir tous les gens qui étaient un peu intéressés. À cette époque-là, sur la mailing list Green, on l'appelait comme ça, Green à Octo, on était, il me semble, dans les 150 à 200 personnes, si je me trompe pas, Ouais. déjà. À l'époque, on devait être que 600, tu vois, parce que ça, on grossit Ouais, vite. c'est énorme. Et donc, sur cette mailing list, voilà, l'envoi d'une invitation d'un apéro. On se retrouve 25 ce soir-là, donc après la journée de travail.
on fait un apéro, voilà, homemade, c'était assez sympa, assez, assez convivial, assez festif. Et l'idée, c'était de brainstormer ensemble, voilà, de sortir les post-it et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette énergie-là au sein d'Octo, en tant qu'Octo et en tant qu'entreprise Octo demain. Donc D'accord. ça a commencé, là les idées ont fusé, comme souvent quand on fait des brainstorming. Donc c'est parti un peu dans tous les sens. Et je Parce me que c'était rappelle, qui? C'était des gens de tout type c'était tout type d'employés au final, oui, tout oui, type de mission. Voilà. tous ceux qui étaient abonnés à cette mailing list green, et n'importe Ouais. qui peut s'y abonner et y a accès, ou sur des abonnés. Enfin voilà, c'est très organique, quoi, tout ça. Ok. Donc oui, il y avait pas il y avait pas de question de une équipe plus qu'une autre. C'était vraiment très, il y avait des gens des équipes support. Enfin, il y avait des consultants qui étaient en mission. Il y avait vraiment de tout le monde dedans. Ok. Et et voilà, et donc plein d'idées qui partent dans tous les sens, mais tellement d'idées que à un moment, je me rappelle dans une conversation pendant le brainstorming où on était avec quelques-uns, on se disait, on avait peur que ça fasse plein d'idées, mais pas d'action. Ou en tout cas, on avait un peu Oui. peur de ça. Et puis il y avait pas mal de confusion, enfin en tout cas de flou, ou pas de confusion, mais des gens qui avaient des très fortes convictions. Par exemple, il faut absolument changer de fournisseur d'électricité, par exemple. Ou bien il y en D'accord. avait d'autres dont le combat était est-ce qu'on peut vraiment se dire demain responsable si on travaille pour des personnes qui extraient des énergies fossiles, pour ne nommer personne, mais ils se reconnaîtront. Ouais. Oui, mais Ou donc du coup, bien, c'est ça. Là, ça vient toucher au cœur de ah oui, l'entreprise et de son ouais. activité. C'est est-ce que du coup, demain, on arrête de travailler avec certains clients, quoi. Ouais, et ça, oui, c'est une question qui n'est toujours pas réglée, qui est toujours ouverte, parce que de facto, il faut bien aussi assurer une rentabilité, pouvoir payer des salaires, ou en tout cas, si on est prêt à dire non à certains clients, alors ça veut dire qu'on est aussi prêt à ne plus ou moins payer de salaire. Enfin, concrètement, c'est ça Oui. la réalité derrière. Donc, donc ça, c'est une question qui reste totalement ouverte, typiquement, mais voilà, les débats étaient variés en fonction des convictions des uns et des autres. Et en fait, à un moment, on était quelques-uns à se dire, mais il nous faut un outil ou quelque chose pour nous guider, quoi, pour prioriser, pour savoir où agir et qu'est-ce qui fait du sens dans toutes Bien ces sûr. idées, quoi. Et c'est là où a commencé à émerger l'idée de réaliser un bilan carbone pour Octo, appliqué à Octo, pour essayer de nous donner de la lisibilité, quoi, sur quoi faire, en fait, Ouais, et à quelle super. échelle. Et, et du coup, donc tout ça, donc si on justement on avance dans l'histoire, donc vous réalisez ce bilan carbone, ça Ouais, vous donne des billes. ouais. À partir de là, vous avez d'autres sans doute questions qui émergent autour du business model lui-même, de comment faire pour le verdir et de en même temps au niveau des clients laisser cette question ouverte où j'ai l'impression que c'est une question ouverte, mais encore une fois de fait de votre culture ouverte en transparence, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est au Oui. courant que c'est une question et que pour le moment, elle n'est pas répondue parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Oui, Euh, oui, et puis c'est pas uniforme, c'est-à-dire que c'est pas tout Octo par exemple qui vis-à-vis de tous les clients d'Octo qui portent tout à fait le même discours, ça se propage de oui, proche en proche, encore une fois c'est très organique, donc ça va beaucoup dépendre de quel est l'ingénieur commercial en face de quel client, quelle est sa propre conviction lui à titre personnel et ou ce qu'il a entendu au sein d'Octo, et ça bouge un peu comme ça de proche en proche, quoi, on va dire, en tout cas c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et oui, en parallèle de ça, au niveau d'Octo, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui, après ce bilan carbone, à, à travailler et à transformer notre façon de faire notre métier. Donc, oui, et je parle de autant du front-end, du back-end, de la big data, de l'IA, de la blockchain, enfin voilà, de toutes les compétences qu'on a techniques et informatiques au sein d'Octo. Toutes ces compétences-là, en fait, elles sont en train d'être revisitées et re-questionnées à l'aune de la contrainte environnementale. mhm, Et on n'a pas toutes les réponses dans tous les contextes, on cherche, quoi, mais ça, c'est notamment une des conséquences du bilan carbone, parce que quand on a fait le bilan carbone, on s'est rendu compte que 50% des émissions d'Octo sont liées à l'usage des produits vendus par Octo. oui, Donc concrètement, c'est hyper Octo important. vend des services numériques, et en fait, les émissions d'Octo, le bilan carbone total, 50% c'est lié à notre boulot, ce qui est À assez logique et l'activité évident. elle-même. Voilà, C'est l'activité ça. elle-même. Et ce que je Voilà. vois d'ailleurs j'ai sous les yeux un peu un récap de ce qu'on s'était dit Ouais. autour du bilan carbone et que ce qui a eu en première action notoire, ça a été donc la réalisation de ce bilan qui est disponible sur le site de l'ADEME.
Oui. Et il y avait aussi un article qui explique donc toute votre démarche. Et donc, vous avez vraiment fait tout le tour donc sur l'empreinte numérique, les déplacements, les locaux, le matériel, etc. Vous êtes allé très très loin sur le sujet. Vous avez fixé des ambitions hyper intéressantes autour de la sobriété numérique, donc notamment 100% d'émissions d'octo en éco-conception d'ici 2030, ce qui est quand Ouais. même Ça, énorme. ça veut dire Et réinventer puis tous je nos vois, métiers concrètement. en fait, c'est ça, c'est pour ça on va y venir. Moi, ce qui va m'intéresser là et pour le podcast, c'est vraiment justement comment vous repensez le modèle, en fait, le business, Mhm. réinventer les métiers, effectivement. Comment vous le faites comprendre à vos clients, mais aussi à vos Ouais. prospects, parce qu'on parle aussi de concrètement exactement ce qu'on s'est dit sur comment on choisit les clients, mais aussi comment on se développe. Mhm. Donc, en termes de communication et de marketing, comment vous faites en fait? Est-ce que vous avez décidé de dire au fur et à mesure ce que vous faisiez? Est-ce que vous préférez ne pas trop en parler tant que vous n'êtes pas ou vous vous sentez pas complètement crédible? Comment vous avez fait un petit peu pour communiquer à la fois en interne et à la fois en externe? Parce qu'au final, en interne, on parle d'une mailing list de 150 à 200 personnes, donc c'était quasi un tiers de Ouais. l'entreprise, ce qui est énorme, mais ce qui veut aussi dire que sans doute 2 tiers des personnes ne se sentaient pas forcément impliquées sur Ouais. ces sujets. Mhm. Donc, comment vous avez fait? Parce que moi, je vois que dans les chantiers qu'il y a la certification B Corp, création en Qui est interne d'une fini du tribu coup, donc CID. ça y est, Octo Ouais, est bon, B voilà. Corp aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qui est énorme, refonte complète des sites web. Bah voilà, il y a vraiment, c'est-à-dire que vous êtes emparé du sujet. Euh, comment vous communiquez autour de ça? Alors, donc je vais d'abord passer par l'interne, puis après on Ouais. explorera l'externe. Mais en interne, vraiment, c'est de proche en proche, bon, à travers la mailing list, à travers les BBL dont j'ai déjà parlé, donc des partages, notamment par exemple le bilan carbone, une fois qu'on l'a réalisé, avant que des décisions émergent. En gros, on l'a fini à peu près l'été 2020. Et la grosse décision structurante qui est que Octo s'engage de faire moins 5% par an de réduction de ses émissions carbone à partir de maintenant, voilà, Oui. pour être dans les accords de Paris. Ça, c'est une décision qui date de janvier 2021. Donc, entre le moment où on a fait le bilan carbone et cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a partagé de proche en proche, notamment via des BBL. Donc, j'ai animé plusieurs sessions de partage de ce Ok. qu'on avait fait, de ce qu'on avait appris et de ce que ça veut dire, ce bilan carbone, et qu'est-ce que ça veut dire de faire que Octo fasse sa part. En fait, ça veut dire quoi pour Octo, si on Et est-ce que tu as des petites astuces à nous donner ou des tips sur, justement, tu as partagé dans le cas de ces BBL, et donc c'est très organique et ça c'est clair et c'est ce qui est absolument très inspirant chez Octo. Est-ce que, cela dit, tu vois que vous avez peut-être mis en place des choses, je sais pas, des animations, des actions de sensibilisation pour justement embarquer avec vous ces collaborateurs qui n'étaient pas là au début? Oui, oui, oui. Alors, ça s'est fait de proche en proche. Donc, en fait, en gros, ces partages un peu informels qui ont pris de l'ampleur, ça s'est fait voilà, sur la fin de l'année 2020. Dans ce passage-là, à un moment, on a fait une session dédiée pour les partenaires d'Octo. Donc, Ok. ce qu'on appelle le co-France. En gros, c'est les plus seniors au sein d'Octo. C'est ceux qui pilotent la boîte, donc la direction, quoi, pour le dire autrement. Donc on a fait une session dédiée de partage du bilan carbone, enfin la même chose que ce qu'on a fait pour tout le monde, mais là dédié. Enfin, vous étiez que entre eux. Et ensuite, en Ok. fait, je sais qu'ils ont réfléchi, travaillé dans leurs différentes réunions et rencontres, jusqu'à arriver à cette décision de moins 5%, voilà, que Octo s'engage sur ce chemin du numérique responsable. Et derrière, il y a eu plein de décisions qui ont été prises et du coup qui sont plus officielles, là, qui sont plus en top-down, tu vois, après la phase de bottom-up. Oui. Donc cette décision déjà de moins 5%, ça c'est une décision structurante de direction. Ensuite, du coup, il a fallu embarquer au-delà des premiers volontaires, quoi, des premiers gens qui avaient de l'appétit. Donc comment on a fait ça? On a créé déjà des ateliers collectifs, alors sur base de volontariat. On l'a appelé ça Décarbocto. Donc on a animé ça Ok. pendant, je sais plus, 3 mois, 6 mois. Donc le point d'entrée c'était le bilan carbone. L'output c'était 2030. Octo en 2030, ce serait quoi? Et on s'est projeté dans différents scénarios pour collecter plein d'idées. Donc là, il y a plein d'idées. On a fait cette première étape. Ouais. Je sais plus, je crois qu'on a dû toucher 60 à 70 collaborateurs, il me semble, dans cette phase-là. Ok. En plus.
Et puis, en plus de ça, après les autres phases, ça va être de constituer cette vision. Là, on l'a pas encore fait, mais la prochaine phase de Decarbocto, ce sera de construire cette vision basée sur cette partie un peu brainstorming, de construire cette vision. Puis, ce sera ensuite de lancer des chantiers structurants. Mais sachant qu'on ne s'est pas empêché de lancer des chantiers structurants avant même le résultat de Decarbocto, pour tous ceux qui faisaient sens. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé encore en top-down? C'est que qu'on voulait former 50% des octos à la question du numérique responsable, à au moins une des formations numérique responsable, puisque c'est vaste le numérique responsable, hein, c'est environnemental et sociétal, mais donc j'inclus dedans l'éco-conception, l'accessibilité numérique, le RGPD, tout ce qui est toute la question de la privacy, dans tout ça. Oui, bien donc, sûr. Donc les ambitions étaient assez fortes. Alors je pense pas qu'on soit totalement au rendez-vous sur les objectifs qu'on s'était fixés la première année, mais là pour la deuxième année de lancement, les objectifs restent au cœur des engagements de la direction là pour cette deuxième année. Donc ça reste un sujet très très important. Donc en gros, il y a former des octos, il y a transformer, et là ça va commencer à toucher la partie externe, transformer la façon dont on fait les missions avec nos clients. On sait chercher, on continue de se chercher un petit peu, c'est-à-dire la question c'est est-ce que c'est une offre à part entière de faire de l'éco-conception et du Green IT, est-ce que ça c'est une offre, ou bien est-ce que c'est en fait notre nouvelle façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas dire aux clients, vous avez l'option entre une option crade et une option propre, et voyez le prix et puis choisissez. Rien, quoi. En fait, on se dit, non, en fait, demain, Octo sera by design, éco-conçu, Green IT. Et quand on dit ça, demain, ça veut dire que dès aujourd'hui, on cherche des terrains de jeu dans lesquels on peut l'activer, et en le disant ou pas avec le client. Enfin, je veux dire, on vend un produit, si je reprends ma métaphore sur les meubles, on vend un meuble, il doit faire ça, qu'on le fasse en bois de châtaignier ou en bois de noisetier, à la limite, tant que les fonctionnalités derrière et que l'élégance et l'attachement est là, point. Donc là, en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus en train de prendre ce virage-là, de se dire, l'émission et la façon dont on fait tout ça à Octo, c'est green by design, quoi. Voilà. D'accord. Et comment c'est reçu par vos clients, du coup, parce qu'on est quand même dans aussi une tendance de fond, donc j'imagine qu'ils comprennent. Est-ce que ça devient même un atout pour vous? Alors ça, je sais pas encore dire. Je pense que oui, doucement. En gros, comment c'est reçu par nos clients? Nos clients, à l'image de la société, encore une fois, ça devient de plus en plus préoccupant. C'est-à-dire de plus en plus de nos clients nous demandent qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, plutôt en mode c'est quoi vos engagements pour réduire vos émissions, pour réduire votre empreinte, et un peu moins sur dans nos missions entre moi client et toi Octo, comment on pourrait faire mieux. Mais je pense que ça va être le next step, ça va arriver. Mais donc nos clients sont demandeurs de plus en plus de nos labels, engagements, etc. Et donc ça aide parce que du coup, entre guillemets, on a un petit coup d'avance puisqu'on on a déjà le bilan carbone, on a déjà pris des décisions. Donc ça, en fait, ça nous aide quand les clients nous demandent aujourd'hui nos engagements, on sait répondre très clairement certaines choses. Donc ça, c'est aidant. Après, est-ce que c'est différenciant dans notre façon de faire le business? Je pense pas encore aujourd'hui. Je pense pas que ce soit. C'est parce que. Mais aujourd'hui, c'est vraiment. Je trouve que collectivement, les entreprises, et j'inclus aussi Octo, mais on manque tous de maturité et de sérieux sur les questions de l'empreinte environnementale. Aujourd'hui, j'en juge que, tu vois, juste sur les annonces de neutralité carbone que les entreprises font ces temps-ci, françaises ou internationales. Bon, ça, désolé, je vais peut-être un petit peu bousculant pour les auditeurs, mais tout ça, moi, je considère juste que c'est du greenwashing, point. Et en fait, je m'appuie sur l'ADEME. Je m'appuie sur l'ADEME pour dire ça, puisque l'ADEME le dit très clairement, une entreprise, ça ne veut rien dire qu'une entreprise se revendique neutre en carbone aujourd'hui. La neutralité carbone,
très concrètement, elle exige de maintenir et de développer des forêts à long terme, à 100 ans, à 200 ans, à 1000 ans, ce que ne sont pas en capacité de faire des entreprises, et donc ça ne peut absolument pas être une revendication d'une entreprise. Malheureusement, dans le jeu dans lequel on est aujourd'hui, il y a ce genre de greenwashing et de Et bullshit qui émerge. d'où le fait que c'est vrai qu'on revient à cette notion de communication externe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, moi c'est Ouais. pour ça que ça m'intéressait vraiment d'en parler, tu vois, avec toi et par rapport à Octo, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui justement vont pas jouer ce jeu de la transparence et vont utiliser les arguments au final qui les intéressent le plus Oui. à valoriser, et donc vont dire voilà, vont vraiment utiliser ce qu'elles veulent. Vous, comment vous faites? Parce qu'aujourd'hui, comment vous faites pour par exemple rencontrer de nouveaux clients? Vous êtes une ESN qui est quand même installée depuis un moment, vous êtes quand même un bon nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, pour votre développement, pour trouver de nouveaux clients, pour votre image de marque, comment vous travaillez? Est-ce que vous participez à des salons? Est-ce que vous utilisez Internet? C'est Alors, quoi que vous faites et quels sont les messages que vous leur passez aujourd'hui? Est-ce que vous restez sur on est une ESN, faites-nous confiance, ou est-ce que vous y intégrez déjà cette démarche-là dans vos messages? donc comment le flux business entrant à Octo arrive, pour le coup on est assez chanceux parce que il est entrant naturellement, donc en gros c'est des demandes entrantes qu'on a, qui arrivent de ci de là, soit par le jeu des appels d'offres chez qui on est référencé, soit des demandes Oui, directes entrantes via le site web ou des choses comme ça. Bon, ok, ça je pense c'est vraiment la marque et la force d'Octo Technologies d'être reconnu et perçu comme étant des artisans du logiciel dans le sens noble du terme. Donc oui, le flux business arrive, et puis aujourd'hui il y a aussi un flux business qui arrive via Accenture depuis le rachat, puisque on bien sûr. est un rachat un peu particulier puisqu'on a gardé notre go-to-market Octo, donc c'est un rachat particulier pour Accenture, puisqu'Accenture a racheté tout Octo, sa marque compris, et on peut aller chercher du business en propre en tant que Octo, mais il y a D'accord, aussi du business qu'on fait qui vient d'Accenture. Donc ok. je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros voilà les entrées business se font soit par du référencement naturel, soit par des entrées directes Octo et des rebonds, soit par le flux Accenture, voilà. Et ensuite Oui. comment on les embarque? Bon, déjà c'est pas de manière générale et uniforme, comme je te disais, ça va vraiment dépendre des Oui, contacts, des gens qui sont en relation. Donc ça c'est encore une fois très organique, et on mise avant tout sur euh, sensibiliser, former les Octos, tous, ceux qui sont avec le contact avec le client, ceux qui sont côté support, ceux qui sont consultants, tout le monde, ok. sensibiliser, former tous ces gens-là pour que eux montent en maturité, pour que eux dans leurs échanges avec les clients ou avec que sais-je, montent leur niveau, quoi, augmentent leurs compétences et leurs Bien connaissances sûr, sur le oh, mais c'est sujet. hyper précieux. C'est ça, c'est que c'est les meilleurs ambassadeurs. Oui, bah exactement. Donc c'est vraiment ça, c'est classique, je dirais au Octo, c'est depuis longtemps qu'on fait comme ça. Donc ça change pas grand-chose, c'est juste qu'on y inclut du coup maintenant cette dimension-là. Et après, par contre, il y a peut-être une dimension un peu plus institutionnelle qui vient Oui, via, bah, tu vois, les podiums, la Great Place to Work, sur lequel oui, on a fini premier en 2021 en France pour la catégorie dans laquelle oui. on jouait. La labellisation B Corp, ça, c'est des communications un peu plus institutionnelles qui montrent bah, à nos clients et au marché au sens large le positionnement et là où vers où va Octo Oui, et puis ça aujourd'hui. montre, c'est intéressant parce que vous partez de ce que vous faites. C'est quand même très Oui, dans ouais, l'action. Parce que je me dis pour, tu vois, les auditeurs qui nous écoutent et qui se diraient, tiens, comment moi, en fait, de toutes ces informations, qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que, à mon échelle, que ce soit une ESN de 700 personnes ou une start-up d'une trentaine, tu vois, qu'est-ce que ouais, je peux récupérer? J'ai l'impression que c'est dans ces actions, vous êtes parti vous êtes parti de l'ADN, du cœur, du sujet, c'est-à-dire que vous étiez vraiment intéressé. Il y avait une partie des gens qui étaient vraiment sincèrement intéressés, qui prenaient sur leur temps pour échanger autour de ces sujets. De là, vous avez formalisé, et du coup, toutes les actions que vous faites sont des actions qui passent par l'assertif, en fait. C'est-à-dire que vous allez faire du contenu, vous allez ensuite oui. labelliser ou créer le bilan ou à chaque fois faire du collaboratif, et à chaque fois vraiment, voilà. Moi, je vois vraiment ça. C'est de l'assertif. Donc après, bah, parler du fait que vous êtes Bicorp, bah oui, ça paraît évident. Et ça paraît évident qu'on va en parler derrière. Et donc, ça va servir votre communication. Et c'est au-delà d'un engagement des moins 5% Oui, ouais. par an, qui lui est un engagement qui est absolument génial
et qui est plus, j'ai l'impression peut-être pour les gens externes à Octo, peut-être c'est moins palpable en fait. On Oui, se oui, dit ah bah c'est trop interne bien, en fait ça a l'air ça. hyper ambitieux, Ouais. mais en même temps comment je sais s'ils vont le faire ou pas? Alors que Oui. si derrière vous êtes labellisé, Oui, exact, ouais. Il y a peut-être un truc sur lequel ça peut aider aussi à comprendre, c'est que on aime bien quand on voit un sujet qui arrive, donc que ce soit bilan carbone, ouais, que ce soit le Green IT, que ce soit le numérique responsable, que ce soit, je sais pas, le RGPD. Notre façon de faire globalement, c'est de se l'appliquer à nous-mêmes d'abord. Donc on commence par se l'appliquer ok, à nous-mêmes, on se casse un peu les dents dessus, on prend le temps de piger qu'est-ce que ça veut dire, de prendre ce recul-là, appliqué à nous-mêmes. Une fois qu'on se l'est appliqué à nous-mêmes, on le partage. C'est aussi dans l'ADN d'Octo. On a un blog qui est assez reconnu et visible et lu et suivi. Donc voilà, on a vraiment une culture du partage, c'est-à-dire nos ouais, expérimentations, nos apprentissages, nos erreurs, nos échecs et nos réussites. On les écrit souvent sous forme d'articles et dans plein de domaines de compétences, dont tout ce qui est bilan carbone, impact environnemental et numérique responsable. ouais. Et voilà, on alimente ce blog, on partage ça à l'extérieur, donc ça contribue du rayonnement externe et à faire savoir ce qu'on est en train de faire à l'intérieur. Et c'est aussi pour nous une façon de communiquer sur des trucs où on s'est déjà cassé les dents dessus, quoi, où on a des choses à dire pour de Oui. vrai et où c'est pas juste un truc qu'on a ouvert un livre et puis on en parle. Oui, en transparence. C'est pas, vous n'allez Oui, pas oui, dire tout est rose en fait, et que vous allez raconter le process, c'est ce qui est hyper exactement, c'est ça. intéressant. On a parlé de beaucoup de choses et au final, de toutes les questions que je t'avais envoyées, au final, on les a toutes traitées de manière différente et c'est très bien. On a même parlé enfin, on n'a pas exactement parlé de la mesure de l'impact parce qu'il me semble que c'était aussi un des sujets Ouais, où, comme tu ouais, ouais, disais, c'est c'est en plutôt un, construction. ouais, ouais. Et donc, je veux bien peut-être qu'on parle de ça. Et puis, comme tu Ok. étais en train de parler aussi justement des écueils, ça m'intéresserait que tu nous partages Ouais, justement un écueil que vous avez vécu et puis ce que vous en avez appris et que vous avez sans doute partagé déjà sur un des articles, mais pour ceux qui ne sont pas allés regarder. ouais. Euh, je vais commencer par les écueils. Je vais commencer par les Ouais, écueils. Alors il y en a un qui est évident, c'est que tout le monde bouge pas à la même vitesse, en interne et en externe. Euh, et donc tout le monde bouge pas à la même vitesse. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. En tout cas, c'est comme ça que je me l'approprie et je pense que à Octo globalement, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est de prendre le temps de discuter, quoi, d'échanger, de converser, de débattre, parce que la seule solution pour progresser, changer d'avis, c'est de se former en solo et de débattre et de discuter ensemble pour forger après des convictions un peu plus collectives, un peu plus solides, quoi, qui ouais, dépassent l'opinion individuelle. Donc je vais prendre un exemple. La direction n'a pas décidé d'un seul corps et d'une seule voix, on va faire moins 5% par an d'émissions de gaz à effet de serre. À Octo, ça s'est pas passé comme oui, ça. c'est ça, c'est pas si simple que Bah ça. non, ça ce serait trop simple. En vérité, c'est que il y avait des questionnements, il y en avait qui étaient plutôt pré-convaincus, enfin voilà, qui étaient déjà engagés, qui faisaient déjà partie d'ailleurs des mailing list green ou autres, par exemple, qui étaient déjà acteurs en tant qu'employés, non pas en tant que direction, Ouais, mais qui faisaient déjà partie de tout ça. Il y en avait qui s'étaient pas posé la question, ou voilà, ou peut-être ça leur faisait peur, je sais pas, hein, j'ai pas le détail. Et puis il y en avait d'autres, à l'image de la société, qui se disent oh là là, mais attention, ce truc-là, est-ce que ça va pas nous mettre dans des bâtons dans les roues par rapport au business d'Octo, par rapport à la croissance d'Octo, par rapport à l'ambition, par rapport aux chiffres et par rapport à la rentabilité. bien sûr. Voilà, il y avait et il y a encore cette variété-là en interne au Octo, que ce soit dans la direction ou chez les consultants. Ça, c'est un fait. Et donc, l'écueil, ça aurait été par exemple d'aller trop vite chercher les convaincus et comme Ouais, par de hasard, rester par entre exemple, soi, quoi. si le PDG était convaincu, paf, il décide en top-down, bah ouais, mais ça, ce serait pas bon parce que du coup, on fait pas Ouais, corps derrière, on fait pas collectif et c'est violent, quoi. En fait, voilà. Même si la décision, selon moi, est juste et bonne du point de vue social-environnemental, de la décider de façon trop violente et trop radicale et trop autocratique, ça va nous desservir pour la suite, en fait. Donc bien voilà, le sûr. premier écueil, c'est que tout le monde bouge pas à la même vitesse, et ça, il faut l'inclure dans le changement, et donc il faut prendre le temps vraiment de discuter en amont, de débattre, et ça, les pratiques, par exemple, puisque Octo utilise aussi la sociocratie, se réorganise Oui, en s'appuyant sur la sociocratie pour tout ce qui est gouvernance d'Octo. Et je pense que ça a aidé aussi à prendre le temps du débat avant d'aboutir et d'atterrir sur une décision pour que cette décision, elle soit suffisamment solide et partagée et consentie
par les personnes qui vont la porter après. Ça, je pense que c'est une façon de résoudre cet Bah oui, écueil-là, clairement. voilà, de prendre le temps Et du c'est débat et de la vraiment au discussion. sein de là où ce qui explique aussi peut-être que vous avez pu avancer et que ça va quand même relativement vite, même de l'extérieur, pour une structure de cette taille. C'est sans doute aussi que vous avez dans l'ADN cette notion du collaboratif et du partage. Oui, Et oui, que, ça, je pense que forcément, c'est ça fait partie déjà de vos manières de clairement. travailler, parce que je pense à des entreprises qui n'ont pas du tout ça et où du coup la conduite du changement est très compliquée, quoi. Ouais. Donc il y avait premier écueil, ce serait ça bouge pas à la même vitesse, il y a une façon d'y répondre, c'est ce que je dis, et ça fait partie de notre culture, donc c'était plutôt facilitant et aidant sur ce plan-là. Un autre Oui. écueil a été et est encore la question de la rentabilité et du business, c'est-à-dire tu vois, ce serait un petit peu comme si le Green IT, c'est un peu un gâteau au chocolat, quoi. Tout le monde en veut, mais on sait pas trop qui va payer à la fin, en fait. Ouais. Et ça, on le vit, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en interne sur de la R&D, mais qui est difficilement valorisable parce que c'était pas des missions facturées, parce qu'il n'y avait pas un client derrière. Sauf que ça aide à la transformation d'Octo. Ah ouais, mais comment on le vit individuellement, collectivement? Est-ce que ceux qui font de la mission sont prêts à accepter que y en ait d'autres qui en fassent moins, mais que ça aide le collectif à plus long terme? Tout ça, c'est des vraies grosses difficultés, Ok. quoi, à Donc vivre. beaucoup d'humains à gérer au final. Ah oui, et ça, c'est loin Ouais. d'être résolu, typiquement. Et donc, une façon de le résoudre, c'est de discuter, et d'avoir cette culture du feedback, la discussion, du partage, et voilà, c'est la seule Ouais. solution pour gérer le putain de facteur humain, pour faire écho à certains trucs. Bah voilà, c'est la conversation. Mais donc, c'est une autre dimension, c'est la dimension de la viabilité économique derrière, qui est pas simple à résoudre. Et donc, cette question le paradoxe du gâteau au chocolat, tout le monde en veut, mais qui va payer à la fin? C'est le deuxième gros écueil. Et le troisième, ça va me permettre d'enchaîner sur ton autre question sur la mesure. Ouais. Le troisième gros écueil, c'est qu'en fait, en chemin, moi au début j'étais très naïf, hein, je pensais qu'on allait trouver une calculette, on allait appuyer sur 3 boutons et puis ça allait nous donner notre bilan carbone, tout inclus, y compris les émissions liées à l'usage des produits vendus par Octo. Ah ben non, en fait j'ai découvert en chemin Tu que le m'étonnes. niveau ouais, que le niveau de connaissance mondial, hein, pas que en France, pas que tout ça, que le niveau de connaissance sur l'impact environnemental du numérique était en fait, on est un peu au début, quoi. Ce serait un petit peu comme si on était au début de se poser les questions des bâtiments basse énergie, par exemple, de toutes les questions de résistance Ouais. thermique dans les bâtiments, etc. En fait, on est très très loin des normes dans le numérique, ce qui existe dans le bâtiment, par exemple. Mais en plus, on est Ouais. encore très très loin de comprendre exactement d'où viennent les émissions, comment ça marche, et donc comment le mesurer, bien entendu. Enfin, on n'a pas les calculettes, on n'a pas les outils, et il n'y a pas les normes, et en tout cas pas toutes. Ça commence à apparaître, hein, ça commence à se durcir, et je pense que c'est voué à se durcir. Mais voilà, c'est donc un gros écueil sur la question de la mesure, en fait. Mesurer, c'est beau dans l'idée, en se disant, on peut améliorer vraiment que ce qu'on mesure, donc mesurons, suivons, améliorons. Et Ouais. ça, c'est un grand classique. En gros, sur la question environnementale, il y a ceux qui sont un peu soit dans le déni, soit dans l'autruche, enfin en tout cas qui voient pas et du coup qui se posent pas la question, très bien. Après, il y a ceux qui commencent à se poser la question, puis typiquement leur réflexe, ça va être de mesurer, de faire leur calculette, de chiffrer, de quantifier. Et Ouais. eux, en général, leur demande quand ils viennent vers nous, c'est tiens, sortez-moi une calculette qui calcule l'impact environnemental de mon système d'information ligne par ligne, comme ça je vais l'améliorer et puis l'optimiser. Ok, c'est bien parce que ces gens-là, ils sont au-delà du déni, Ils ont envie. mais Ouais, c'est ça. ça nous montre à quel point ils n'ont pas encore suffisamment investi le sujet pour se rendre compte que non, la calculette n'existe pas, et qu'aujourd'hui, typiquement dans les entreprises, il est préférable de développer de la connaissance, d'être capable d'apprendre à apprendre, plutôt que de développer des outils ou de la méthodo, parce que le sujet est Mais c'est tellement hyper important de évolutif. dire ça. Ah oui, Ouais, oui, 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 c'est ça. ouais. Surtout dans le numérique, pour moi, c'est vital. Et aujourd'hui, le nombre de clients qui nous demandent des choses de l'ordre de l'outil ou de l'ordre de la méthode, ils sont très nombreux, à Ouais. l'image de ce qu'on a pu faire chez Octo. Or, le vrai enjeu, c'est de développer de la connaissance interne, de développer de la compétence, de développer de Je la te capacité à rejoins apprendre. complètement. Je le vois dans plein de, même
même sur la partie transformation digitale. Exactement. Ouais. Que ce soit transformation RSE ou transformation digitale, à chaque fois, on veut des outils, on veut toujours les meilleurs outils automatisés sur l'aspect digital, etc. Alors qu'en fait, si l'humain suit pas et n'arrive pas à utiliser ou ne veut pas utiliser, Exactement. C'est ça. on peut Et perdre ça des c'est le années. gros écueil actuel j'illustre sur le terme de la mesure, parce que nous, on s'est rendu compte en se cassant les dents que c'était loin d'être simple. Et parce qu'on a fait ce chemin-là, maintenant on sait que on a fait le deuil de l'outil, de la méthode, du truc. Ça veut pas dire que c'est pas utile ou ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça peut être utile pour ce que c'est-à-dire pour voir une photo, pour voir que cette photo elle est floue, mais que elle nous aide à décider des grandes priorités. Point. Mais qu'il est préférable de miser sur les ordres de grandeur et les tendances à la baisse, sur les émissions en tout cas, plutôt que la précision et l'exhaustivité. Tu vois, si je te prends une autre métaphore qui m'a été transmise par Brigitte, si un jour elle écoute le podcast, qui est chez Octo, tu vois, c'est un petit peu comme si, sur la question du réchauffement climatique, on était en train de s'intéresser à améliorer nos thermomètres. Tu vois, on prend un thermomètre puis on veut qu'il soit de plus en plus précis. Ouais, très bien, mais c'est pas ça qui va nous aider. Enfin, je veux dire, on sait comment faire baisser la température. En fait, on n'a pas besoin de thermomètre plus précis. Oui, c'est ça. La question, elle est pas là, en fait. Alors, en partie, tu vois, c'est conjoint. Et donc, c'est pour ça que sur la question de la mesure, en fait, on en est là. En fait, on s'est cassé les dents sur les thermomètres. On a essayé de les améliorer. On s'est rendu compte que on pourrait pas les améliorer plus vite que la connaissance mondiale sur le sujet. Donc aujourd'hui, on s'investit pour contribuer à des collectifs open source. Je pense à Boavista. On essaye de discuter aussi avec NegaOctet et à partager des choses avec NegaOctet sur nos compétences qui sont pas carbone, mais qui sont artisans du logiciel. Donc on essaie de contribuer aux espaces où il y a de la connaissance, et on va aussi héberger une thèse, parce qu'on considère que pour être sérieux sur cette question de la mesure environnementale en tout cas, en fait c'est pas à coup de 3-4 jours de R&D de ci de là par Alexis en mode bénévole salarié qu'on va vraiment apporter une vraie réponse. Et donc on s'est dit à Octo que comme on a aussi cette culture tech scientifique, on a monté un partenariat avec l'INRIA et on va héberger une thèse de 3 ans donc dont l'objectif ce sera essayer de percer sur cette question de la mesure, et on ne sait pas si on va y arriver, hein, c'est un travail de thèse, et donc on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est vous lancez encore une fois, vous passez par l'action et par la transparence pour essayer des choses. Et pour finir sur ce sujet, je vois le temps qui passe, avant de te poser mes toutes dernières questions, mes 2 petites dernières questions. Je me rappelle quand on avait échangé, qu'on avait préparé cet entretien, cette interview, que tu m'avais parlé de la différence entre IT for Good et Green IT, et que toi, ta conviction, c'était qu'après 2030, on pourra continuer de faire de l'informatique, mais que ce sera pour des sujets vitaux, et que genre les slips connectés, ça fera plus partie des super idées qu'on pourra avoir éclore à cette période. Ouais, là du coup, on rejoint vraiment la question de la mesure de l'impact, et pas que environnemental, mais aussi social. Et donc c'est un champ en fait qu'on commence à ouvrir de recherche à Octo sur la mesure de l'impact justement social et environnemental de nos services numériques. On a mené un premier travail de R&D en se faisant accompagner d'une entreprise qui s'appelle Goodwill Management, qui est très avancée sur les sujets de la mesure de l'impact, et on les a identifiés en se disant tiens, on peut apprendre d'eux, travailler avec eux, voir. Donc on a fait un premier travail. De ce premier travail, on se dit que c'est que le début déjà, puisqu'on s'est aussi cassé les dents sur plein de sujets de mesure, et c'est aidant la mesure, mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours suffisant, et des fois ça biaise aussi les conclusions, puisque la mesure dit des choses, ne dit pas d'autres choses, etc., etc. Et du coup, pardon, je rejoins sur ta question, mais on se dit de plus en plus, donc il y a en gros des effets indésirables au numérique. Les effets indésirables, notamment, ça pollue, notamment ça peut mettre en danger nos données numériques, ça peut capter notre attention un peu de trop par rapport à ce qu'on veut, par exemple les réseaux sociaux ou que sais-je, ça peut, etc. Je vais pas détailler, mais en gros, on a identifié nous 6 effets indésirables là qu'on est en train d'essayer d'approfondir, de creuser, voir si on peut les mesurer, chacun de ces effets indésirables, d'ailleurs, pour éviter qu'ils se produisent trop, tu vois, pour diminuer en fait les effets indésirables du numérique derrière, c'est ça notre ambition, pour faire un numérique responsable. Donc ça ce serait le Green IT en fait, tu vois, le Green IT ce serait diminuer l'effet indésirable de polluer l'environnement. Voilà, hop.
Euh, et on se dit que derrière, il y a un autre champ, en tout cas si on veut être sérieux sur la question du numérique responsable, il y a un autre champ, c'est l'IT for green ou l'IT for good, ou maintenant il y a plein de termes qui existent, digital for better, j'ai entendu, ou des trucs comme ça. Enfin, en gros, tu prends quelque chose qui évoque le numérique, tu dis fort, et puis un monde meilleur, ou quelque chose qui nous fasse rêver, ou un truc plus sympa. Voilà, il y a tous ces mots-là et tous ces courants-là qui existent. Sauf que ça, alors ça, c'est difficile parce que ça pose explicitement la question de l'impact social ou environnemental. Donc typiquement, si je prends un hélicoptère et que je vais sauver des gens, c'est pas pareil que si je prends un hélicoptère et si je remonte des pistes de ski pour pouvoir skier parce que les remontées mécaniques sont en panne. Il y en a un qui est plus acceptable socialement. Ça demande à poser un cadre, en fait. Oui, c'est Oui, ça. exactement. Donc il y en a un qui est plus acceptable socialement et l'autre qui est fortement critiquable vu les impacts environnementaux que ça peut générer. Et donc on veut mesurer les effets indésirables qui sont intrinsèques, je dirais, quand on fait de l'informatique, il risque d'y avoir ça, puisqu'on collecte des données, puisqu'on fait tout un tas de trucs. Et puis après, il y a ce pourquoi le service il est conçu. Donc ça, typiquement, Octo Technologies, nous, on a moins notre main, puisque c'est nos clients qui nous appellent pour faire des services numériques pour un but donné. Mais en fait, on veut... Le sujet de vous choisir de travailler avec tel ou tel client aussi, c'est la seule, on va dire, la seule action que vous pourriez avoir ça à ce pourrait niveau-là. être ça, mais c'est moins notre, tu vois, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dans l'ADN d'Octo, et c'est pas partagé par tous les Octo, mais globalement, on est plutôt de ceux qui aimons aller gratter total de l'intérieur, plutôt que de dire non, on travaille pas avec vous. On est plutôt sur ce mode-là. Après, c'est critiquable, etc. Voilà, très bien. Discutons, débattons, c'est chouette. Mais je crois qu'on aime bien assumer d'être dans les espaces, y compris critiquables sur les impacts au-delà, mais d'être dans ces lieux-là pour pouvoir converser, pour peut-être pouvoir influencer avec notre culture un peu de franc-tireur. On aime bien dire les choses et assumer de les dire. Et ça, c'est un des trucs qu'on fait souvent, typiquement, quand on a des clients qui nous demandent « J'aimerais réduire l'impact du numérique, et je m'appelle et je suis fournisseur d'énergie en France. » Un des premiers trucs qu'on leur dit, c'est « Est-ce que vous avez conscience que ce truc-là, c'est de l'ordre de faire pipi dans la douche, quoi? Est-ce que vous avez fait votre bilan carbone? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Parce qu'on veut bien le faire avec vous, mais on veut bien le faire en ayant conscience que c'est que le tout début du chemin, quoi. » Voilà. Oui, et puis que vous, en fait, vous n'êtes pas un cabinet, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que travailler sur la notion du Green IT et proposer des solutions informatiques en éco-conception, etc., ne veut pas dire devenir un cabinet RSE qui va accompagner toute la stratégie RSE du client. Non, on veut rester sur notre métier en effet, de numérique, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est là où on tomberait sur du greenwashing possible, mais ça ce sera l'objet c'est un autre sujet, mais d'un client potentiel qui ferait appel à vous et qui utiliserait ça pour dire regardez comme on se verdit et qui toucherait pas au cœur de son business en fait. Oui, et ça il pourrait le dire lui-même, mais nous, quand on parlerait de cette mission-là, il faut qu'il sache que on a l'intention d'être sérieux sur ce dont on parle et on va pas survendre ce qu'on a fait pour lui. Si on croit, si on pense que que ça reste de l'ordre du pipi dans la douche. Je veux pas dénigrer le pipi dans la douche, hein, c'est super utile à tous les auditeurs. Faites pipi dans la douche, ça économise de l'eau. C'est juste que ça va pas nous sauver. Voilà, d'un point de vue climatique, ça va pas changer les choses, mais c'est le premier pas, peut-être nécessaire, mais totalement insuffisant. Voilà. Oui, non, c'est clair. Mes toutes dernières questions. Est-ce que, alors, tu en as donné plusieurs dans cet échange, mais si tu avais un conseil à ressortir pour les auditeurs, qu'est-ce que ce serait pour justement parler de cette notion de à la fois business et à la fois impact? En fait, je vais ressortir un gimmick que j'ai souvent. Aujourd'hui, on croule souvent sous les mauvaises nouvelles, hein, qu'elles soient sociales ou environnementales. On en a beaucoup. Ça peut amener à de l'inaction, à de l'immobilisme, à de la peur, etc. Ma conviction, c'est que l'action est le meilleur remède aux mauvaises nouvelles. Et donc, le conseil que j'aurais à donner aux auditeurs, ce serait, si vous sentez que vous êtes un petit peu angoissé, inquiet et vous croulez sous les mauvaises nouvelles, posez-vous la question immédiatement de qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, à mon échelle, à mon niveau. Ok, ça va pas sauver la planète, mais commencez par faire des choses par vous-même, un lombricompost ou que sais-je, mais faites des trucs et peut-être deuxième conseil, donc faites, l'action vous aidera. Et le deuxième conseil, c'est partager, discuter, converser.
assumons d'être un peu vulnérable et inquiet. Enfin, moi, je pense que ce qui m'a aidé, ce qui m'a transformé, c'est quand j'ai assumé de dire que j'étais inquiet face à ce qui se passait, et je l'ai fait vis-à-vis des collègues, dans ma famille, avec mes amis, etc. Bien sûr. Quand je le fais, quand je le dis, ça autorise l'autre à aussi exprimer ses inquiétudes et ses vulnérabilités. Et tout d'un coup, en tout cas, ça a fait cet effet-là pour moi. Je me suis senti moins seul, et ça m'a donné du plus de courage et de force, à la fois à accepter mes fragilités, mes faiblesses, mes immobilismes, mes peurs, mes incongruences, etc. Mais ça m'a aussi donné l'envie de passer à l'action, quoi. Voilà. Bien sûr. Oui, de revenir à cette notion d'action. Ouais. Est-ce que tu aurais une musique ou un film ou un documentaire qui illustre ta vision à toi du business positif ou de l'entreprise de demain, si tu préfères? Alors, merci de me l'avoir posé en avance, cette question, parce que si tu me l'avais posée à la dernière minute, j'aurais eu du mal. Donc, je dévoile que j'y ai réfléchi hier, et je n'ai pas trouvé une seule réponse à ta question. En fait, j'ai 3 films qui me sont venus, mais je vais pas expliquer trop pourquoi, et comme ça laissera... Enfin, en tout cas, je vais faire un tout petit sous-titre. J'ai Normandie nue qui m'est venu en tête. Normandie nue, qui est un film... je vous laisse découvrir, allez chercher. Et pourquoi pourquoi ça parle de notre sujet, c'est que ces agriculteurs n'ont pas hésité à se mettre à poil, au sens propre du terme, pour faire une photo, pour assumer leurs craintes et défendre leur opposition et autres. Et je pense que ça parle de quelque chose du point de vue business. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut assumer de faire de skin in the game, tu vois, d'y aller, quoi, de jouer sa vie et sa peau. Business, au sens business du terme, parce que ce qui se joue est de cet ordre-là. Donc Normandie nue. Et j'en ai 2 autres que j'ai trouvé super chouettes, c'est Mine de rien, et j'en dis pas plus, cherchez, Mine de rien, que j'ai trouvé super chouette comme film, et Les Invisibles, sur le même thème. Je connais pas les 2 premiers. Et c'est moins business que appropriation, et c'est passer à l'action. Ça rejoint mon conseil tout à l'heure, quoi. C'est que les gens qui sont concernés, directement impactés, qui peuvent directement en souffrir, les mineurs, les SDF pour Les Invisibles, ou les agriculteurs pour Normandie nue, ils sont passés à l'action, quoi. Ils ont pris les choses en main, et ils ont trouvé des réponses créatives et innovantes, parfois en dehors du business pur, sous d'autres formes. Et moi, ça me parle, et je pense que c'est l'avenir. Génial, merci beaucoup. Ma toute dernière question avant qu'on se laisse. Est-ce que tu aurais un acteur de l'impact, une autre entreprise ou personne qui t'inspire à me recommander pour parler de ce sujet du business positif? Oui, moi j'ai envie de parler de moquettes, et de t'inciter à aller rencontrer Interface, donc qui est un fabricant de moquettes, qui nous a inspiré, qui a d'ailleurs fait partie de l'USI, qui est un des événements, qui était invité pour partager leur retour d'expérience. Mais vraiment, Interface, fabricant de moquettes, je t'invite à aller les voir, j'invite les auditeurs à aller regarder qu'est-ce qu'ils font, leurs engagements, leur positionnement, c'est juste génial. Et comme ils disent eux, je vais me l'approprier, si un marchand de moquettes a pu le faire, bon, on peut tout le faire. Voilà. Génial, merci beaucoup. En plus, je ne connais pas du tout, donc j'imagine que ça pourra attiser aussi la curiosité de ceux qui nous écoutent. Un grand merci, Alexis. Franchement, c'était hyper chouette d'avoir tous ces échanges avec toi. Merci à toi. J'ai hâte de voir la suite de ces aventures, et puis je pense qu'à titre perso, je vais aller encore plus regarder le blog, parce que ça m'a l'air quand même bien intéressant, vraiment point de vue transparence, suivi de ce qui se passe, et puis aussi voilà, je suis curieuse de vos communications à venir. Je te dis à très bientôt, j'espère, et puis je te souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà pour ma causerie avec Alexis Nicolas. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE, ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez, et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif, ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.